La dernière fois, on s'était interrogé sur ce qu'a été la République durant l'Antiquité, et nous nous étions arrêtés juste après la Révolution. Bon, on sera globalement d'accord, la République romaine n'a pas grand-chose en commun avec la nôtre, mais il y a déjà quelques notions, comme le principe d'élection du représentant à la tête de l'État, mais aussi du simili-parlement. La mort de Charlemagne entraîne ainsi en 843 la séparation du royaume en trois, un pour chacun de ses petits-fils. L'État a disparu et la féodalité apparaît comme une sorte d'étape nécessaire, une remise à zéro de l'organisation sociopolitique. Le roi n'a de compte à rendre qu'à Dieu, dans l'au-delà. Après un immense bain de sang induit par des centaines de têtes tranchées, parfois pour pas grand-chose, la République fait son arrivée en France dès septembre 1792. Avec dignité, mais simplicité. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Je vous ai compris. Vive la République! Vive la France! Au revoir. La Première République est ainsi proclamée et la royauté est abolie. Le roi Louis XVI est exécuté le 2 Pluviose en 1. Oui, c'est le calendrier révolutionnaire et c'est un beau bordel. Bref, c'est le 21 janvier 1793, sur la place de la Concorde, ex-place de la Révolution. La Convention nationale met donc en place une république pour succéder à la monarchie constitutionnelle. Elle instaure le suffrage censitaire masculin pour le vote des députés, mais faut pas s'emballer. On rappelle que la devise nationale était à ce moment-là « Liberté, égalité, fraternité » ou la mort. Bravo l'ambiance. Donc plus sérieusement, ce petit supplément par rapport à aujourd'hui témoigne de la grande violence de cette république. La France est dotée d'une constitution de 1793, mais qui ne sera pas appliquée à cause de la terreur. C'est une période qui s'étend de juin 1793 à juillet 1794 avec la mort de Robespierre. Les modérés reprennent ensuite le pouvoir et font adopter une nouvelle constitution dont la Déclaration des droits de l'homme en est le préambule. Le directoire est inauguré et se compose de 5 directeurs. Ce sont les chefs du gouvernement et détenteurs du pouvoir exécutif. En 1799, un coup d'État est en partie mené par le directeur Sieyès qui met fin à l'instable directoire et crée le consulat. Napoléon Bonaparte, jusqu'ici premier consul, occupe une place de plus en plus importante dans cette république jusqu'à la proclamation du Premier Empire. Enfin, à ce moment-là, on l'appelle l'Empire français et c'est que plus tard qu'on l'appellera le Premier Empire. Mais bref. Donc ça, c'est en mai 1804 et Napoléon devient officiellement empereur des Français. Son empire, qui marque un véritable tournant dans l'histoire de France, permet une très large, voire spectaculaire expansion du territoire. Bien que temporaire. Mais aussi d'un point de vue purement politique. La majeure partie de l'Europe continentale est ainsi sous le joug de la France. Mais les ambitions de Napoléon Ier seront peut-être trop grandes, et le retour à la réalité se fera tout aussi durement. L'armée impériale affaiblie après la campagne de Russie en 1812 est vaincue en 1814 avec la campagne de France. La dernière phase menée par la 6ème coalition qui tente d'envahir la France. Napoléon abdique le 6 avril 1814. Il sera néanmoins de retour et chassera du pouvoir le roi Louis XVIII durant 100 jours. C'est la durée qui sépare le retour de l'empereur et son abdication définitive suite à la défaite de Waterloo. Cette fois, c'est fini. Napoléon Bonaparte est exilé sur l'île de Sainte-Hélène et la seconde restauration a lieu. Louis XVIII remonte encore sur le trône de France dans ce qui est une monarchie constitutionnelle annoncée par la charte de 1814. C'est un règne constitué de compromis selon cette charte. La Révolution française et la période napoléonienne ne sont qu'un cauchemar qu'il faudra oublier. Le roi est de retour et se veut un père pacificateur pour le peuple. On sent un désir de renouer avec l'ancien régime, mais sans pour autant faire revenir le concept de monarchie absolue. En septembre 1824, Louis XVIII décède et cède sa place à Charles X, son frère, l'ultime frère de Louis XVI. Une fois n'est pas coutume, celui-ci obtient rapidement une opinion publique assez défavorable. Et à l'issue de quelques maladresses politiques, le roi est contraint d'abdiquer lors de ce qui est devenu la seconde révolution française, les Trois Glorieuses. Le duc d'Orléans devient Louis-Philippe Ier,
roi des Français, et instaure la monarchie de Juillet. La France retrouve son drapeau tricolore par la même occasion, tout un symbole. Il renonce à l'absolutisme de droit divin et définit lui-même sa politique comme étant celle du juste milieu. Il restera sur le trône pendant près de 18 ans et sera renversé, comme ses prédécesseurs en 1848. Visiblement, c'est leur destin. C'est ton destin. C'est ton destin. La République vous a manqué? Eh bien, elle est de retour avec Louis-Napoléon Bonaparte comme président. Cette fois, le suffrage universel masculin sera réellement appliqué pour élire un président pour 4 ans non renouvelable. Elle aura duré exactement 4 ans, 9 mois et 8 jours. Oui, c'est assez court et c'est justement car le mandat n'est pas renouvelable. Louis-Napoléon Bonaparte tente de faire pression pour obtenir l'autorisation de se représenter. En vain. Alors là aussi pour changer, coup d'état et hop, on est au pouvoir du Second Empire. Napoléon 3. devient ainsi empereur des Français. Tout d'abord un empire assez autoritaire, il prend une tournure plus libérale au cours des années 1860, mais il finit tout de même par s'effondrer suite à la défaite de la bataille de Sedan. Napoléon III est capturé et la République est une nouvelle fois proclamée. Léon Gambetta proclame donc la Troisième République depuis l'Hôtel de Ville de Paris. On pourrait croire que celle-ci ne dura que quelques années, un peu à la manière des précédents régimes qui se sont suivis à un rythme assez effréné depuis la Révolution. Pourtant, il n'en est rien. Cette république restera en vigueur près de 70 ans. Elle survivra même à la Première Guerre mondiale sous la présidence de Raymond Poincaré. Conflit d'envergure et résolument différent des précédents, celui-ci affaiblit le pays et le gouvernement. Mais aucun des deux ne cède à l'ennemi. À la suite de la Grande Guerre, l'Alsace et la Lorraine réintègrent le territoire français après plusieurs décennies aux mains des Allemands, chose qui n'avait pas manqué de créer le fameux sentiment anti-allemand parmi les Français. Cette longue absence n'a pas empêché le droit français d'évoluer au fil des ans, ce qui, suite à la réintégration de l'Alsace et de la Moselle, crée des disparités. Certaines lois votées après 1914 ne s'appliquent donc pas. C'est le cas de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Le Concordat de 1801, voté sous le règne de Napoléon Ier, s'applique ainsi toujours en Alsace-Moselle. C'est aussi le cas du droit des associations qui est différent. La Troisième République est encore aujourd'hui le régime républicain qui a duré le plus longtemps en France. Mais tout a une fin. Le 10 juillet 1940, face à la fulgurante progression des Allemands, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs à Philippe Pétain suite à sa propre recommandation en tant que président du Conseil. Cet acte devait permettre au maréchal de France d'établir une nouvelle constitution afin de garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. Le texte est adopté avec 569 voix pour 80 contre. L'État français est né et sa devise est travail, famille, patrie. C'est de facto la fin de la Troisième République française. Vive la République quand même, lança Marcel Astier à l'issue des résultats du vote. Il fut l'un des 80 qui votèrent contre. La France passe pour une bonne moitié sous le contrôle allemand, tandis que l'État français se retranche dans la ville thermale de Vichy, ce qui donne le nom de régime de Vichy. Après avoir ostensiblement collaboré avec l'Allemagne sur les plans politiques, industriels et militaires, l'heure de la libération a sonné. Le général de Gaulle fonde le régime résistant de la France libre suite à son appel du 18 juin 1940 et se met en route vers la libération. Il fait suite à la fin des combats face aux Allemands désirés par Philippe Pétain. Suite à la prise des pleins pouvoirs par Pétain, de Gaulle qualifie son gouvernement comme illégitime, nul et non avenu. Le général parvient à établir un accord avec le gouvernement de Sa Majesté le roi George VI, ce qui permet une reconnaissance officielle du régime de la France libre par les Britanniques. Le gouvernement d'Outre-Manche finança ainsi toutes les dépenses en échange d'un remboursement total. C'était l'une des exigences de Gaulle pour s'assurer de l'indépendance future de la France. Un long travail se met en marche avec les Alliés pour libérer la France et faire fuir le régime de Vichy, qui finit par s'exiler à Sigmaringen en Allemagne. La France est libre, libérée du régime d'Outre-Rhin. Le Comité français de libération nationale, qui a pris le relais du régime de la France libre en 1943, forme un gouvernement provisoire. Cette république, dirigée successivement par Charles de Gaulle, Félix Gouin, Georges Bidault et Léon Blum, ne sera cependant pas proclamée au balcon de l'Hôtel de Ville de Paris. Selon le général, la République n'a en effet jamais cessé d'exister, le régime de Vichy étant, comme dit précédemment, illégitime, nul et non avenu. Le gouvernement militaire américain est donc d'emblée écarté et la société procède à une vaste opération d'épuration qui vise à juger les personnes ayant collaboré. Une nouvelle constitution est ensuite mise en chantier afin d'aboutir à une 4ème république.
Cette constitution voit le jour le 27 octobre 1946. C'est durant cette période que le plan Marshall américain est entré en vigueur, que la France entre dans l'OTAN, que la CK est créée et que la CEE est instaurée via le traité de Rome. De la même manière, autre révolution, c'est l'arrivée du SMIG, l'ancêtre de notre SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Vincent Auriol est le premier président, puis sera suivi par René Coty. L'histoire de Monsieur Coty est pour le moins particulière car il a participé au vote des pleins pouvoirs de Pétain en 1940. Après la fin de la guerre, il est menacé d'inéligibilité. Mais son opposition systématique au régime de Vichy après le dit vote finit par le disculper. Les institutions de la 4ème République restent ici fidèles dans l'esprit à celles de la 3ème. L'essentiel du pouvoir est détenu par l'Assemblée nationale et si on ajoute à ça l'absence d'une majorité claire, on se retrouve avec un régime particulièrement instable. La guerre d'Algérie représente l'apogée de cette instabilité. La France devient ingérable, ce qui conduit le général de Gaulle à revenir sur le devant de la scène pour instaurer une 5ème République. La suite, c'est au prochain épisode. En attendant, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un j'aime. A très bientôt sur Ostium.